part en Chine, où les principales entreprises industrielles ont vu leurs bénéfices rebondir fortement en août, en hausse de 17,2% en glissement annuel, premier signe que la série de mesures de soutien politique a commencé à stabiliser une partie de l'économie chinoise. Ceci étant, les bénéfices des entreprises industrielles chinoises ont poursuivi leur baisse à deux chiffres au cours des 8 premiers mois de l'exercice, un rythme de baisse qui s'est cependant atténué alors que Pékin intensifie son soutien politique à son économie moribonde après une brève reprise post-Covid. En effet, la chute des bénéfices de 11,7% sur un an s'est atténuée après une contraction de 15,5% sur les 8 premiers mois conformément aux attentes du consensus. Dans la nuit, un juge new-yorkais a déclaré Donald Trump et deux de ses enfants, Donald Trump Jr. et Eric Trump, responsables de fraudes financières répétées dans les années 2010 et ce dans l'évaluation des actifs de la Trump Organization. Dans ce dossier, la procureure générale de l'État de New York, Letitia James, réclame entre autres 250 millions de dollars de réparations financières et des interdictions de diriger des sociétés pour l'ancien président américain et ses proches. La procureure accuse en effet le milliardaire républicain et ses enfants d'avoir gonflé le patrimoine de la Trump Organization de plusieurs milliards de dollars pour entre autres obtenir des prêts plus avantageux auprès des banques de 2011 à 2021. Ce procès n'est que le premier d'une longue série pour l'ancien président qui devra aussi comparaître devant la justice fédérale soupçonné d'avoir tenté d'invalider le résultat de l'élection présidentielle de 2020. Toujours aux États-Unis, la confiance des consommateurs américains a chuté pour le deuxième mois consécutif en septembre en raison des inquiétudes liées à la hausse des prix en général et par celle des prix des produits alimentaires et de l'essence en particulier, a révélé une enquête publiée hier. Ainsi, l'indice de confiance des consommateurs américains mesuré par le Conference Board pour le mois de septembre 2023 s'est affiché à 103 contre 105 modélisé par le consensus et 108,7 pour la lecture révisée du mois antérieur. La précédente lecture du mois d'août était de 106,1. Notons, et c'est particulièrement croustillant, que l'indice des attentes basées sur les perspectives à court terme des consommateurs concernant les revenus, les affaires et le marché du travail a baissé à 73,7 en septembre après avoir chuté à 83,3 en août. Les prévisions sont repassées donc sous la barre des 80, niveau qui signale historiquement une récession au cours de l'année à venir. Les craintes des consommateurs quant à une récession imminente sont également remontées, ce qui est cohérent avec la contraction économique prévue par les économistes du Conference Board. Toujours aux États-Unis, et c'est une première depuis 1994, les dépôts bancaires ont chuté en glissement annuel au 30 juin selon une analyse de S&P Global Market Intelligence. Les dépôts dans les établissements bancaires américains ont chuté de 871,6 milliards à 17 269 milliards de dollars. En France, alors que les autorités réfléchissaient à assouplir les critères d'octroi des crédits immobiliers, la douche a finalement été froide pour l'ensemble de la filière. En effet, le Haut Conseil de stabilité financière, qui réunit notamment le ministre de l'économie et le gouverneur de la Banque de France, a décidé hier de maintenir les règles d'octroi du crédit immobilier, jugeant qu'un assouplissement ne résoudrait pas les difficultés du marché. Je vous rappelle les règles qui veulent que les banques n'ont pas le droit de prêter de l'argent si les mensualités dépassent 35% des revenus, ni pour une durée supérieure à 25 ans. Elles peuvent cependant, et c'est important de le noter, déroger à ces critères dans 20% des cas, à condition que cela concerne en priorité des résidences principales et vise dans près d'un tiers des cas des primo-accédants. Or, le HCSF, le Haut Conseil de stabilité financière, précise que les banques ne dérogent aux règles que dans 13,8% des cas et que les dérogations hors achat d'une résidence principale, qui ne peuvent représenter que 6% du total des crédits accordés, ne s'élèvent qu'à 2,4% du total. Avant de poursuivre notre émission, faisons notre traditionnel tour des places financières hier pour voir ce qu'il s'est passé sur les marchés financiers. Les bourses européennes ont terminé globalement dans le rouge, les investisseurs méfiants à l'endroit du secteur immobilier en Chine en difficulté et du shutdown outre-Atlantique. En Chine, les inquiétudes concernant la stabilité économique du pays sont de nouveau au centre des attentions des opérateurs après que China Evergrande Group a annoncé qu'il n'était pas en mesure d'émettre de nouvelles dettes, sa filiale faisant
faisant l'objet d'une enquête. En outre, les financiers étaient également chafouins après que l'agence de notation Moody's a averti qu'un shutdown aux États-Unis aurait des conséquences négatives sur la notation de crédit du pays. Paris et Francfort ont signé une 4e séance consécutive de baisse. Le CAC 40 a reculé de 0,7% et clôture sous les 7000 points à 7074 points. Le DAX a lui cédé près de 1% à 15 255 points. Londres a clôturé sur une note stable avec un gain symbolique de 0,02% à 7625 points. À New York, les indices actions ont fini la séance en nette baisse hier, inquiets par un environnement macro qui se dégrade de toutes parts, hausse des cours du pétrole, taux souverains qui s'envolent et qui constituent une menace pour les entreprises les plus risquées. Le Dow Jones a reculé de 1,14% à 33 618 points. Le S&P 500 a reculé de 1,47% à 4 273 points et le Nasdaq a cédé 1,57% à 13 063 points. En Asie ce matin, la bourse de Tokyo a fini en baisse de 0,6% à 32 371 points, impactée notamment par la baisse des valeurs technologiques. Sur le marché obligataire, le discours offensif de la Fed a enclenché un fort mouvement de vente d'obligations souveraines et ce d'autant plus que 134 milliards de dollars de bons du Trésor seront émis sur les 3 prochains jours sur des maturités de 2, 5 et 7 ans. Précisons que désormais les financiers considèrent désormais que le point bas d'un éventuel cycle d'assouplissement de la Fed se situera aux alentours de 4% dans 3 ans avant 2,7 en début d'année. Le rendement du Treasury à 10 ans se maintient à 4,57%, son record depuis 16 ans, tandis que le taux à 2 ans gagne 1 point de base à 5,1401%. Le rendement du Bund à 10 ans a gagné 1 point de base à 2,798, tandis que celui à 2 ans est resté stable à 3,218%. Sur le Forex, le dollar a joué à plein sa carte de valeur refuge dans un environnement de taux élevé encore longtemps. Le dollar index a gagné 0,15%, l'euro a perdu 0,21% à 1,0568 $ et signe ainsi une 6e séance consécutive de baisse. Les cours du pétrole ont, semble-t-il, atteint un point d'achoppement qui devra être franchi pour que les prix continuent leur hausse. En effet, la réduction de l'offre décrétée par la Russie et l'Arabie Saoudite jusqu'à la fin de l'année se heurte désormais à des inquiétudes sur un possible affaiblissement de la demande, résultat du resserrement monétaire. Selon les opérateurs que je cite, on voit des signes d'essoufflement chez les acheteurs, mais on n'a toujours pas vu d'élan à la vente, en particulier chez les gérants qui investissent dans différentes classes d'actifs et ne sont pas directement liés au secteur pétrolier. On pourrait voir une correction un peu plus nette, mais il n'y a aucun signe d'un retournement du marché après l'escalade de l'été. L'or noir semble donc avoir trouvé un point d'équilibre autour des 90 $. Le prix du baril de Brent de mer du Nord pour livraison en novembre a gagné 0,71% pour clôturer à 93,96 $. Son équivalent américain, le WTI, de même échéance, a pris 0,79% à 90,39 $. On marque une première page de publicité dans cette édition du 27 septembre et juste après, nous retrouverons Daniel Cohen de Lara et ses Market Movers. À tout de suite sur Téléfinance.